Radio vous recevez l'ambassadeur de Russie en France, Alexandre Orlov. Excellence, bonjour. Merci d'être avec nous en direct. L'assassinat de Boris Nemtsov a retenti dans le monde entier. Beaucoup de questions et surtout une seule. Qui a tué l'opposant numéro 1 à Vladimir Poutine ? Votre président a dénoncé ce crime. Il a aussi déclaré par l'intermédiaire de son porte-parole que cet assassinat portait les marques d'une provocation. Provocation de qui ? Écoutez, moi je pense que la vraie question, c'est pas qui a tué Boris Nemtsov, mais qui a commandité ce meurtre. Puisque de toute apparence, il a été assassiné par les tueurs professionnels qui ont agi en vrais professionnels. Alors, mais la vraie question, qui a commandité et pourquoi ? Alors là, il y a plusieurs hypothèses. Vous savez qu'une enquête a été tout de suite lancée et tant que l'enquête n'est pas terminée, on ne peut pas qualifier cet assassinat. Il faut attendre les résultats. Néanmoins, il y a plusieurs versions. La première version, elle est essentielle pour moi, c'est la provocation. On voit très bien que cet assassinat a été commis la veille d'une manifestation de l'opposition qui était annoncée depuis longtemps. Exact. C'est-à-dire, on savait très bien que le 1er mars à Moscou, il y aura une marche d'opposition. Et je crois que certains, en assassinant Boris Nemtsov, ont voulu radicaliser le mouvement. Et ça me rappelle un peu tristement ce qui s'est passé juste un an à Kiev, sur la place Maïdan, où une manifestation pacifique de plusieurs jours a dégénéré en émeute après que les snipers ont tiré. Alors, c'est vraiment une ressemblance un peu troublante. La deuxième version, c'est la version islamiste, puisque Boris Nemtsov, après l'attentat contre Paris Hebdo à Paris, a pris défense de la cause de Charlie Hebdo d'une façon très notoire, et bien sûr, il pourrait être cible des islamistes. Et enfin, la troisième version, ce sont les règlements de compte personnel ou les motifs crapuleux. Alors, c'est l'enquête qui nous dira. Mais alors, les gens qui regardent en direction du Kremlin et certains regardent en direction des services ont tort alors. Écoutez, c'est un peu trop facile. Bien sûr, je crois que tout est là. On a choisi la place juste en face du Kremlin pour indiquer qui a commandité ce crime. Pour moi, cette version ne tient pas. Pourquoi ? Parce que d'abord, alors Boris Nemtsov n'a pas été tué pour ses idées. Ses idées, on les connaît très bien. Ces idées, une société ultra-libérale, ils étaient appliqués en Russie pendant les années 90. Alors, Poutine et Nemtsov se connaissaient très bien, puisque tous les deux, ils appartiennent à cette génération Yeltsin, c'est-à-dire qu'ils se sont côtoyés. Ça, c'est le passé, ça. C'est le passé. Ouais. Alors, dire que Nemtsov représentait une certaine menace pour Poutine, non plus, puisque... il allait quand même prouver l'ingérence de la Russie en Ukraine. Il allait rendre ce fameux rapport dont tout le monde parle. On en parle, mais personne n'a vu ce rapport. Moi, je ne pense pas que c'est pour cela qu'on peut assassiner un homme, parce qu'il y a tant d'informations qui circulent sur ce sujet. Non, je crois que tout ça, pour moi, encore une fois, en attendant les conclusions de l'enquête, le seul motif, c'est vraiment déstabiliser politiquement la Russie et discréditer encore plus le président, puisque tout de suite, on a mis cet assassinat sur son dos. Mais alors justement, ça ne peut pas être, vous dites, un acte contrôlé par ce qu'on appelle des services, puisque ça fragiliserait Vladimir Poutine. En gros, il se tirerait une balle dans le pied, mais est-ce que ça peut être un acte incontrôlé ? Non. Ça peut être un dérapage. C'est-à-dire, les gens qui soutiennent Vladimir Poutine dans son opposition et dans ses actes qu'il fait en Ukraine, il y a de tout. Il y a des bikers, il y a des anciens militaires, vous savez, toutes ces manifestations qui entourent Vladimir Poutine. Non, mais moi j'exclus cette hypothèse. Complètement. Complètement. Moi, encore une fois, Boris Nemtsov ne représentait aucune menace à Vladimir Poutine. Rapport ou pas ? Comment ? Rapport ou pas ? Oui, rapport ou pas, bien sûr. Non, je crois que le but était tout à fait évident, c'est de déstabiliser le pays. N'était-il pas l'homme à abattre pour les partisans de Poutine qui participaient à ces différentes manifestations ? Non, pas du tout. Non, je ne pense pas. Vous me parlez d'une enquête, celle qui doit être rendue. Comment y croire alors qu'aucune enquête jusqu'à présent sur ce genre d'assassinat n'a abouti ? Non, d'abord... ce sont des actes qui sont commis par les professionnels. C'est très difficile de trouver après les gens qui ont exécuté ces actes. Et ce n'était pas le cas sur les assassinats d'Alexandre Litvinenko ou d'Anna Politkovskaya ? C'était à peu près la même chose, mais vous savez que pour Anna Politkovskaya, l'enquête a pris du temps, mais finalement, on a arrêté et puis condamné les gens qui l'ont tué. Mais sur Alexandre Litvinenko, on n'a toujours pas de
d'aboutissement d'enquête. Donc, l'enquête... est-ce que cette fois-ci, cette enquête va mener à bien? Est-ce qu'elle va aboutir sur quelque chose? Écoutez, nous voulons vraiment, il y a une forte volonté que cette enquête aboutisse et vite. Mais encore une fois, c'est très compliqué puisqu'on est en face de travail des professionnels. Quels sont les événements, plutôt les éléments dont vous disposez aujourd'hui? Vous me parliez de gens professionnels. Oui, il n'y a pas grand d'éléments. Certains ont vu une voiture blanche. On connaît. C'est maigre. Oui, c'est maigre, mais on connaît les circonstances dans lesquelles Boris Nemtsov a été assassiné. C'était la nuit du vendredi au samedi. Il rentrait du restaurant situé en face du Kremlin sur la place Rouge avec une copine. Alors, quand il traversait le pont, une voiture, certains disent blanche, s'est arrêtée. Un homme est descendu de la voiture et il a tiré au bout portant sur Boris Nemtsov qui est mort sur place. Mais, par contre, sa copine n'a pas été touchée. Et maintenant, elle est, disons, interrogée par les services pour avoir, disons, des pistes. C'est quand même une lueur d'espoir qu'on pourra trouver. Non seulement les tueurs, mais surtout ceux qui ont commandité ce meurtre. On a dit tout à l'heure que cet assassinat fragilise Vladimir Poutine si on part du principe que ses services l'ont commandité. Est-ce que lui-même, il se sent fragilisé par cet assassinat? Non, je ne pense pas du tout. D'abord, j'ai déjà dit qu'il n'y a aucune preuve que c'est Poutine ou bien ses services qui ont commandité cet assassinat. Ça encore, c'est l'enquête qui doit le prouver. Moi, je constate aujourd'hui... Et le contraire, c'est que, à cause de cette guerre psychologique qui est menée contre la Russie depuis des mois et des mois, la popularité de Poutine n'a jamais été aussi forte en Russie qu'aujourd'hui, puisque la Russie se sent humiliée, menacée, ce qui contribue à consolider le pays. Mais avec cet assassinat, est-ce qu'il va être fragilisé? Non, mais pas du tout, puisqu'il n'y a aucune preuve que ce sont les autorités qui l'ont commandité. Pas du tout. Et quelles conséquences sur ce qui se passe en Ukraine? Moi, je pense que la conséquence, et disons plutôt les conséquences que nous devons tirer, nous tous, c'est que depuis des mois et des mois, on assiste à une campagne d'incitation de la haine contre la Russie et son président. Et il faut faire attention, puisque la haine, c'est contagieuse. Regardez, la haine, elle provoque la violence. Regardez autour de nous. Jamais on a vu autant de violence autour de nous, puisque je crois qu'il faut arrêter cette haine. Il faut passer à de vraies négociations. Il faut retrouver le chemin du dialogue. Sinon, ça nous conduit vraiment vers des désastres. Mais si cette haine existe, c'est qu'il y a des raisons pour cela. Justement, mais où sont ces raisons? Vous les connaissez aussi bien que moi. Alors, elles sont fabriquées. Oui, mais par qui? Par qui? Par les médias, par les gens qui veulent bien déstabiliser la Russie, puisque le but de ceux qui ont commandité ce meurtre, je crois que c'est de faire partir Poutine. Il faudrait provoquer une émeute, des désordres publics en Russie, comme on l'a fait dans d'autres pays. On a eu les cas des révolutions de couleur en Géorgie, après en Ukraine. On aimerait bien faire le même scénario pour la Russie. On veut faire partir Poutine, c'est ce que vous dites? Bien sûr. Ces gens-là veulent faire partir Poutine. Mais c'est difficile, puisque Poutine est là, puisque le peuple russe le soutient. Oui, puis Poutine est là, puisque c'est Poutine, ensuite c'est Medvedev, ensuite c'est Poutine, ensuite c'est Medvedev. Donc de toute façon, il est là. Ce sont les élections. Ce sont les élections, nous dit Alexandre Orlov, l'ambassadeur de Russie en France, qui a l'amabilité d'être avec nous en direct. Qu'est-ce que vous dites, monsieur l'ambassadeur, à toutes ces personnes qui vont défiler aujourd'hui à Moscou? C'est leur droit. Ils peuvent manifester, ils peuvent exprimer leur mécontentement. Mais ce qui est quand même important, c'est que l'opposition, si c'est une vraie opposition, elle doit avoir un programme politique pour proposer aux électeurs russes le moment venu. Et pour le moment, il n'y a pas de programme. Cette opposition, qui est un phénomène tout à fait normal pour une société démocratique, c'est une opposition hétéroclite. Et quand on dit que Boris Nemtsov était leader numéro 1 de cette opposition, je ne pense pas que c'était vrai. Il y a plusieurs leaders. Boris Nemtsov, moi, avec tout respect que j'ai pour lui, puisque quand même, il représente une certaine partie de l'histoire de la Russie contemporaine, ses heures de gloire étaient derrière lui déjà. Il a déjà participé plusieurs fois à de diverses élections législatives et présidentielles. Il n'a jamais eu au-delà de 3%.
Vous dites, si c'est une opposition, est-ce qu'il y a la place pour une opposition en Russie aujourd'hui? Bien sûr, il y en a. Il y a deux sortes d'opposition en Russie. Il y a une opposition qui est représentée au Parlement, puisqu'ils ont passé la barrière nécessaire. Ce sont les communistes et le parti de Zhirinovsky. Et puis, il y a une opposition qui n'a pas pu franchir ces barres et qui s'exprime dans la rue. Mais je crois que c'est un phénomène qui est tout à fait normal. Je vais reformuler ma question. Est-ce qu'il y a, jusqu'à quel point il y a une place pour une opposition en Russie, Alexandre Orlov? Je crois que jusqu'à des actions violentes, jusqu'à l'émeute, ils peuvent s'exprimer mais d'une façon pacifique, comme dans tous les autres pays du monde. Donc pas jusqu'à ce qu'elle gêne le pouvoir? Non, pas du tout. Non. Il doit gêner le pouvoir, puisque c'est l'heure de l'opposition. L'opposition doit critiquer l'action du pouvoir. C'est un jeu normal dans une démocratie. Mais il faut jouer avec les armes légales, c'est-à-dire avec manifestation politique, pacifique. Moscou, sur cette affaire de Boris Nemtsov, a promis une enquête indépendante. Indépendante, ça veut dire quoi? Une enquête indépendante, puisqu'il y aura plusieurs services qui vont coopérer ensemble. Quel service? Il y aura le ministère de l'Intérieur, il y a le comité de l'enquête, et puis il y a le FSB, qui chacun va regarder dans quelles circonstances il était assassiné, et surtout... Les services secrets du FSB qui sont la poursuite de l'ancien KGB. Oui, tout à fait. Et qui sont donc un service totalement indépendant, enfin indépendant en tout cas, qui va travailler en indépendance. Il va travailler en indépendance par rapport aux autres services, mais pour avoir une conclusion qui doit être une conclusion viable. Est-ce que Vladimir Poutine veut une conclusion rapide de cette enquête? Bien sûr, puisque encore une fois, je vous ai dit que certains veulent mettre cet assassinat sur son dos et il faudrait que l'enquête soit menée très vite pour que chacun sait qui a commandité ce crime. Merci beaucoup Alexandre Orlov, ambassadeur de Russie en France, d'avoir été avec nous en direct sur Europe 1. Vous écoutez Europe 1, il est 8